Depuis 2018, Biya ne gouverne plus le Cameroun. Il y a eu une nomination des ministres le 4 janvier 2019. Il n'y a pas eu de conseil de ministres, il n'y a pas eu de remaniement en 7 ans. Et ça, c'est inédit au Cameroun. Et donc, les Camerounais ont compris, on a vu l'apparition des expressions comme très hautes instructions. Les Camerounais ont compris que le pays est géré par procuration. Et c'est tout ça qui fait que ça donne un peu de particularité à cette élection, parce que les Camerounais ne veulent plus de ça. Les Camerounais ont élu un homme en 82, il ne tient plus les rênes, et bien maintenant il est pris en otage par un clan. Il faut le laisser aller se reposer. C'est un peu ça l'enjeu de ce pays. Moi, je crois que ça sera très difficile pour le RDPC en 2025. Chers internautes d'Enjeux d'Afrique, bonjour et merci de nous retrouver. Un nouvel entretien qui nous conduit cette fois-ci hors de l'Afrique de l'Ouest. Nous nous posons au Cameroun pour discuter de la situation politique actuellement tendue. Le 12 octobre prochain, le pays ira aux urnes pour choisir un nouveau président. Et ce qui fait le plus débat, c'est la candidature de Paul Biya à un 8e mandat. Vous le savez, c'est un homme âgé de 92 ans et cette nouvelle candidature ne passe pas inaperçu. Nous faisons le débat sur Enjeux d'Afrique avec un confrère journaliste et analyste politique. Bonjour à vous, Armand Ougok. Bonjour, Rodolphe. La candidature de Paul Biya est ce qui fait le plus l'actualité dans le pays. Comment les Camerounais l'apprécient-ils? Est-ce qu'ils ne sont pas indifférents ou dépités face à ce vieillard qui refuse de quitter le pouvoir? Merci de me donner la parole. Disons que, de manière générale, les Camerounais sont dépités. Beaucoup espéraient de voir Paul Biya prendre sa retraite politique à 92 ans pour cette élection présidentielle. On espérait avoir des jeunes au dans l'eau. On espérait voir le parti au pouvoir nous présenter un autre candidat. Et donc, de manière générale, les Camerounais sont un peu dépités de voir qu'ils sont gouvernés par quelqu'un qui, effectivement, n'exerce pas le pouvoir au quotidien. Est-ce que ça veut dire qu'au sein du RDPC, sa formation politique, il n'y a personne pour reprendre le flambeau? C'est pour cela que les cadres du parti continuent de fatiguer ce vieillard qui a plutôt besoin d'aller se reposer? Non, disons que le RDPC a de très fortes personnalités. Il y a des qui ont un poids politique évident, très riche, des élites qui sont au pouvoir depuis. Et il y a une bataille de leadership. Et donc, du coup, il peut faire avoir un paravent. Il peut faire avoir un bouclier. Le bouclier, c'est Paul Biya. Et si Paul Biya n'est pas là aujourd'hui, le RDPC va imploser. Les analystes sont formés là-dessus. Certains partiront pour créer leur propre parti. Et donc, c'est pour éviter ça que pour l'instant, peut-être pour éviter l'implosion du RDPC qui pourrait entraîner des dérives terribles au Cameroun. C'est pour ça qu'il continue de présenter la candidature de Biya. Mais le RDPC a des personnes qui peuvent effectivement être présentées au nom du parti. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres candidatures au sein du RDPC, le parti de Paul Biya, parce que il y a eu quelques dissensions qui ont monté des tréfonds de cette formation politique? Il y a un jeune, Léon Tellier Onana, qui est conseiller municipal, qui a envoyé sa candidature. Il vit en France. Il a envoyé sa candidature par lettre recommandée. Et donc, mais sauf que cette candidature, j'ai l'impression, les analystes savent que c'est pour le buzz. Elle ne remplit pas les conditions, elle n'a pas de lettre d'investiture. Et donc, c'est un dossier qu'on a enregistré. On ne peut pas véritablement. Donc, c'est un candidat à la candidature. Donc, c'est un dossier qui sera forcément rejeté parce qu'il n'a pas la lettre d'investiture du RDPC. Maintenant, s'agissant des dissensions du RDPC, il se trouve que au sein du RDPC, on reproche à l'organe dirigeant de n'avoir pas convoqué le Congrès pour investir le président. Et donc, c'est un peu ça. Mais, tel que disait le professeur Jacques Famdongo, qui est le secrétaire à la communication du RDPC, le président national est le candidat naturel du RDPC aux élections. Est-ce que Paul Biya ne va pas simplement rempiler les élections présidentielles au Cameroun? Il a l'habitude de les remporter avec des scores staliniens. Cette élection est quand même très ouverte. Et puis, beaucoup de Camerounais aspirent au changement. Les choses ne vont pas se passer comme souvent. Si Biya a souvent remporté comme la dernière fois avec soit 11%, il est possible, très possible que même s'il remporte cette fois-ci, ce soit avec un score un peu, pas une majorité absolue, parce que c'est très ouvert, les Camerounais veulent le changement. Mais bon, il faut aussi dire que le parti au pouvoir a un maillage territorial impressionnant. Il a avec lui l'administration, il a avec lui l'ECAM, il a avec lui le Conseil constitutionnel, et donc c'est un peu ça la difficulté. Et l'ECAM, c'est l'organe électoral. Est-ce que vous êtes sûr que cette élection sera ouverte et transparente et que la vérité des urnes va s'imposer? Nous connaissons les prétentions de l'opposition à chaque élection. L'opposition a toujours critiqué un scrutin non transparent, un scrutin et une victoire bâclée, une victoire volée. Et donc,
On va s'attendre. Nous, on ne peut pas prédire que le scrutin va se passer de manière totalement transparente. Et l'ECAM, l'organe en charge du processus électoral, a donné les garanties que tout se passera dans la clarté, dans la transparence. Et donc, nous autres, nous allons attendre et il faut relever les premières contestations du MRC qui a demandé la publication de la liste nationale électorale. Et puis, on n'en est pas encore là. MRC, c'est le parti du principal opposant actuellement au Cameroun, Maurice Kamto. Il a démissionné de ce parti. C'est un cas dont on va parler dans cette interview. Alors, Armand, il y a 82 candidats contre Paul Biya. Qu'est-ce qui explique ce engouement au Cameroun actuellement pour le fauteuil présidentiel? Ce nombre record de candidatures envoie plusieurs messages. C'est d'abord la fragmentation de l'opposition. Cette multiplicité de candidatures révèle effectivement la dispersion des forces de l'opposition face à Paul Biya. Là, c'est aussi une démocratisation apparente. Apparente. Le nombre élevé peut suggérer une ouverture du processus électoral. C'est également une stratégie de dilution. Il s'agit d'une tactique pour disperser les votes de l'opposition parce qu'il y a des candidats là qu'on considère comme étant ceux du parti au pouvoir. On peut dire, certains pensent que c'est un signe de vitalité politique, parce que pour le pouvoir, cela témoigne paradoxalement d'un certain dynamisme politique, avec 54 candidatures représentant les partis politiques, tandis que 26 sont indépendants. Alors, on dit que le MRC de Maurice Kamto n'a pas d'élu parce que le parti n'a pas pris part aux législatives et municipales de 2020. Alors, il ne peut pas, dans ce cas, présenter un candidat à la présidentielle. Mais après, il y a eu des élus qui ont démissionné d'autres formations politiques pour rejoindre le MRC. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour permettre au parti de présenter un candidat à la présidentielle? C'est un parti politique qui investit un candidat à une élection. Et donc, quand on a élu sous la bannière de ce parti politique. Et donc, en cours de mandat, quand on démissionne pour aller vers notre parti, on reste certes un élu, mais on n'est pas élu du nouveau parti politique dans lequel on adhère. Parce que ce parti ne nous a pas investis. Si son parti avec des élus, Kamto ne serait pas allé se faire investir par un autre parti politique. Mais pour éviter que sa candidature soit rejetée de manière absolue, il a choisi de se faire investir par un parti politique. Le Manidem n'a qu'un seul élu, un seul conseiller municipal, un seul élu. Selon la loi camerounaise, pour qu'un parti politique présente une candidature à l'élection présidentielle, ce parti politique doit avoir des élus. Or, le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de Maurice Kamto, qui avait boycotté l'élection, le double scrutin législatif et municipal de 2020, n'a pas d'élu. Il ne pouvait donc pas logiquement présenter une candidature. Pour que les gens comprennent très bien, le MRC n'a pas d'élu. Et donc, Maurice Kamto, il a compris. C'est pour ça qu'il a été investi par le Manidem. Les déboires de Maurice Kamto ne sont pas terminés. Selon certaines indiscrétions au sein du RDPC, cette candidature pourrait être finalement rejetée. Armand, quel est votre avis là-dessus? Logiquement, disons que pour donner un aspect d'ouverture démocratique, de transparence, pour permettre à tout le monde de participer au jeu, on devrait valider la candidature de Maurice Kamto. Logiquement, on devrait la valider. Logiquement. Maintenant, il se pose un problème. Est-ce que Kamto a démissionné dans les délais pour aller au Manidem? Est-ce que, s'il a démissionné, est-ce que sa démission a été reçue par le gouverneur? Est-ce que sa démission a été transmise dans les délais au ministre de l'administration territoriale? Et donc, les organes en charge du processus électoral, du contrôle, les spécialistes du contrôle des dossiers, du respect des lois, que sont notamment, d'abord dans un premier temps, et l'ECAM, Elections Cameroun, et ensuite les sages du Conseil constitutionnel vont plancher et on aura la vérité au plus tard le 11 août. À partir du 11 août, le Conseil constitutionnel va ouvrir le contentieux préélectoral. En dehors de Paul Biya et de Maurice Kamto, qui sont les candidats les plus visibles, est-ce qu'il y a d'autres prétendants au fauteuil présidentiel qui pourraient créer la surprise? Tout à fait. Vous avez des poids lourds politiques comme Bello Bouba au nord. Vous avez Issa Chiroma Bakary à l'extrême nord, qui sont des ex-alliés du pouvoir, qui ont eu des accords avec le pouvoir pendant plusieurs décennies, et qui sont des poids lourds. Bello Bouba était premier ministre d'Amal Waïdio. Bello Bouba, son parti, l'UNDP, existe depuis 1992. Et il a un poids politique certain au nord.
Vous avez aussi des gens comme Tomaino Damjoya, qui est la dirigeante, la présidente nationale de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, qui est représentée, qui dirige des mairies et qui est représentée à l'Assemblée nationale. Vous avez aussi des gens comme Joshua aussi, 56 ans, qui est le président national, qui a remplacé John Fundi à la tête du Social Democratic Front. Vous avez aussi Akere Mouna. Je crois que vous avez Cabral Libi, qui a été 3e à l'élection de 2018, qui est un jeune espoir. Cabral Libi, il a moins de 50 ans. Beaucoup de jeunes se reconnaissent aujourd'hui en Cabral Libi. Je crois que cette élection est véritablement ouverte. Oui, une élection ouverte, on le comprend, mais après tout, comme je le dis, nous sommes au Cameroun où Paul Biya a pris l'habitude de s'imposer à toutes les élections présidentielles auxquelles il a participé. Est-ce qu'on ne va pas assister, on ne risque pas d'assister à la même chose cette fois-ci? Disons que la longévité de Paul Biya au pouvoir, plus de 42 ans, et son âge ne sont pas des atouts. Aujourd'hui, la population camerounaise, plus de 65% est constituée de jeunes de 15 à 35 ans. Et ils sont majoritairement les électeurs. Nous sommes à plus de 8 millions et demi d'électeurs inscrits. Et le RDPC est impopulaire parce que les Camerounais n'ont pas de l'eau potable, les Camerounais n'ont pas les routes telles qu'ils le veulent. L'école est de plus en plus chère, la vie est de plus en plus chère, on a de plus en plus de chômeurs. Et donc, l'hôpital, se soigner, ça devient, c'est pas facile, c'est pas évident. L'inflation galope. Les Camerounais qui avaient 3 repas par jour aujourd'hui, mangent à peine bien 1 fois par jour. Et ça, c'est la majorité des Camerounais. Très peu de Camerounais mangent maintenant 2 fois par jour. Le pays a reculé sur beaucoup d'aspects. Et du coup, les Camerounais sont mécontents. En dehors des points que vous venez de citer, quels sont les autres enjeux de cette élection présidentielle? Il y a, par exemple, la crise dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Selon vous, quelle place cette question va occuper dans la campagne électorale? Disons que le Cameroun a toujours été un pays uni. Mais malheureusement, depuis 2016, nous avons la guerre au Nozo, dans le nord-ouest et au sud-ouest, ce qui fragilise un peu cet élan d'unité nationale. Et nous avons aussi l'extrême nord qui est en proie aux exactions de Boko Haram. Il y a des incursions de Boko Haram. Il y a des morts là-bas à l'extrême nord. Les gens sont tués, les populations civiles et tout ça. Les enjeux de cette élection, chaque candidat devra être capable de prouver aux Camerounais qu'il va davantage unifier le pays, qu'il va ramener la paix et la stabilité, qu'il va ramener la vie à un coût abordable, qui va augmenter le SMIC, parce qu'on ne peut pas être dans un pays où on est à un SMIC de 41 000 francs, alors qu'avec 41 000 francs, vous ne pouvez pas vivre à Yaoundé ou à Douala. Et donc, il y a l'enjeu sur la paix sociale, l'enjeu du développement économique, les infrastructures routières, la santé, il y a la couverture santé qui est annoncée depuis 2018, mais qui n'avance pas. Il y a un certain nombre de grands chantiers qui peinent même à démarrer. Vous avez l'axe Douala-Yaoundé qui est en chantier depuis 10 ans. Et donc, il y a tellement d'enjeux. Mais le plus important, c'est l'unité nationale à consolider et lutter contre la vie chère, ramener l'égalité au Cameroun, donner les mêmes chances à tout le monde. On va émettre quelques hypothèses à présent. Paul Biya, s'il arrivait à être réélu, à donc conserver le pouvoir, est-ce que vous pensez qu'à 92 ans, il a toujours les capacités qu'il faut pour continuer à diriger le pays? Depuis 2018, Biya ne gouverne plus le Cameroun. Depuis 2018, il y a eu nomination des ministres le 4 janvier 2019. Il n'y a pas eu de conseil de ministres. Il n'y a pas eu de remaniement en 7 ans. Et ça, c'est inédit au Cameroun. Et donc, les Camerounais ont compris. On a vu l'apparition des expressions comme très hautes instructions. Les Camerounais ont compris que le pays est géré par procuration. Et c'est tout ça qui fait que ça donne un peu de particularité à cette élection, parce que les Camerounais ne veulent plus de ça. Les Camerounais ont élu un homme en 82, il ne tient plus les rênes, et bien maintenant il est pris en otage par un clan. Il faut le laisser aller se reposer. C'est un peu ça l'enjeu de ce pays. Moi, je crois que ça sera très difficile pour le RDPC en 2025. Oui, mais bon, s'il arrivait à conserver le pouvoir, comment ça va se passer? Est-ce que finalement, le clan dont vous parlez, qui est actuellement dans l'ombre, ne va pas finalement jeter les masques et prendre les rênes du pouvoir ouvertement? S'il arrive à prendre le pouvoir, il est possible, selon nos informations, que le Cameroun ait un poste de vice-président. C'est-à-dire qu'un vice-président officiel, pas un secrétaire général de la présidence de la République qui gouverne par procuration, mais un vice-président
qui va gouverner, reconnu par la Constitution, dont le poste est reconnu par la Constitution, qui a des prérogatives de l'État, qui a des fonctions régaliennes et qui dirigera véritablement. C'est possible. C'est possible, ça, ce sont des informations. Ce test, le cabinet qui a travaillé dessus a bouclé le travail depuis longtemps. Mais bon, on attend encore. On espère que on ira vers une transition apaisée. Il est aussi probable qu'après que si Paul Biya est réélu, qu'on ait véritablement une transition apaisée, c'est-à-dire qu'il appelle autour du gouvernement des principaux opposants pour faire un gouvernement d'union nationale. Au Gabon, pays voisin du Cameroun, on a vu comment l'armée est intervenue pour évincer Ali Bongo, très fatigué et diminué par un AVC. À l'issue de cette présidentielle du 12 octobre prochain, s'il y avait un imbroglio ou des débordements, est-ce que un militaire ne risque pas de surgir pour prendre le pouvoir comme l'a fait le général Oligui Nguema à Libreville? Disons que le cas du Cameroun est particulier parce que le Cameroun a l'armée est tellement cloisonnée, il y a des blocs tellement forts que pour que ça arrive, il faut que tous les chefs s'entendent, les principaux chefs des unités d'élite qui s'entendent, parce que on n'a pas une force qui est au-dessus des autres. Toutes sont pratiquement se valent. À la différence peut-être de la garde présidentielle, qui est plus proche du chef de l'État. Mais jusque-là, à côté de la garde présidentielle, vous avez la direction de la sécurité présidentielle. Et donc, le cas du Cameroun est particulier. Et moi, je dis que, mais en politique, vous savez, on n'a aucune certitude, tout peut arriver. Il n'y a aucune certitude, tout peut arriver. Il ne faut jamais être certain, il ne faut jamais tirer des conclusions hâtives. Tout est dynamique. Et donc, dans cette dynamique-là, tout peut arriver. Parce que la soif de changement, elle est là, elle est bien profonde. Merci beaucoup à vous, Armand Ougok, pour votre analyse, pour cet éclairage que vous nous avez apporté sur la situation politique au Cameroun, qui s'apprête pour une élection présidentielle le 12 octobre prochain, avec comme principale information la candidature de Paul Biya à un 8e mandat. Le président a actuellement 92 ans, le chef d'État le plus âgé et le plus vieux au monde. Merci à vous, Armand, de nous avoir donné votre lecture sur la question. Je vous en prie. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Chers internautes d'Enjeux d'Afrique, merci aussi de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour une autre interview, un autre entretien sur les enjeux de notre continent commun.